J'ai passé une très bonne soirée. C'est vrai. Tu es prise de m'asseoir? J'aimerais bien qu'on se revoie. Tu vas danser comme un dieu ce soir, chérie. C'est parce que tu es si belle, c'est pour ça. New York, 1977. C'est Richie, ça? Tout baigne, les gars. Tu reviens dans le quartier avec une tronche pas possible et tu veux que tout baigne? Une époque où tout était possible. Tu veux être mon chien? Un bon gros chien. Et l'hystérie contagieuse. Double meurtre. Jimmy Breslin a reçu une lettre de l'assassin calibre 44. Il se fait appeler le fils de Sam. Qu'est-ce qui s'est passé? Voir les cadavres. Je suis le monstre. Belzébuth. Un été chaud. Ce sont les victimes 6 et 7. Un quartier. Vinny a vu les cadavres hier soir. T'as vu les morts? Des amis et des amants. Le fils de Sam a semé la panique chez toutes les brunes qui courent chez leur coiffeur, se faire décolorer ou teindre pour se protéger. J'ai l'impression de te tromper avec toi. Tout le monde est visé. Je suis sûr qu'il me cherche. Je vais être le numéro 8. Moi, je parierais 5 contre 1 que l'assassin est du coin. Tout le monde est suspect. En 1977, l'été appartenait à Sam. She said, no, let me go, let me go. He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead, dead. Suspect X avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella. Radio X. Et c'est un plaisir renouvelé cette semaine de partager les ondes avec les meilleurs. Je me suis entourée des meilleurs pour le podcast de Suspect X. On tombe dans les histoires de peur, dans les histoires criminelles d'ici et d'ailleurs. Et ce soir, malgré le fait qu'on a entendu une bande-annonce qui promet un été de disco, on est dans un côté plus sombre de la ville de New York dans les années 70 avec celui qu'on a malheureusement tristement popularisé sur Netflix avec une mini-série plus récemment, Le fils de Sam. C'est comme ça qu'on l'a appelé notre Suspect X ce soir. Et pour en parler, le criminologue Daniel Carosella autour de la table. Salutations, Daniel. Salut, salut. Et on a également Christian Page, animateur de l'émission. Salut, Christian. Bonsoir, Camille. J'avais très hâte qu'on arrive pour parler du fils de Sam qui a sévi dans les années 70 à New York. Il a été arrêté plus précisément en 1977. Ma vision de la ville à l'époque, c'était le gangstérisme, la criminalité, la prostitution, mais tout un milieu, je vais dire, de vulnérabilité. On va se plonger là-dedans ce soir. Ça va être un peu moins joyeux, là. Moi, la vision que j'ai du New York des années 70... c'est disco, sexe, drogue. Et violence. Parce que en fait, c'est toute l'imagerie qu'on se fait du New York des années 70 avec tout le glamour, le Club 54 et tout le reste. C'est vraiment, c'était un milieu très, très déjanté. New York, c'était un peu la capitale de tous les vices. Hein. Ouais. Il y avait Las Vegas et ensuite il y avait New York. Et notre suspect X de ce soir, David Berkowitz, surnommé le fils de Sam, mais d'abord surnommé le tueur au 44 Magnum, hein, parce que c'est un peu... le calibre on en a souvent parlé, oui, on en a souvent parlé avec Daniel. Hein, le nom qu'on va donner aux criminels va beaucoup jouer sur leur renommée, leur popularité. Et dans le cas de Son of Sam, au départ, il avait été surnommé le tueur au 44 Magnum parce que c'est le type de pistolet, d'arme de poing qu'il utilisait. C'était en fait un revolver. Et ensuite, ben, évidemment, il s'est lui-même donné, un peu comme Jack l'Éventreur s'était donné le nom de Jack l'Éventreur, ou le Zodiac. Visiblement, David Berkowitz aimait pas le tueur au 44 Magnum, donc il a préféré se donner le nom de fils de Sam. Ça ne frappait pas assez l'imaginaire de son côté, puis on va comprendre que son imaginaire à lui est bien particulier. Je me souviens d'avoir regardé le documentaire sur Netflix. Bon, à chaque fois qu'on parle de documentaire avec Christian, là, il y a des bémols. Oui. J'ai hâte d'en entendre parler. Écoute, je te dirais, Camille, je te fais une confidence, et je le fais en même temps aux auditeurs. Moi, le fils de Sam, c'est l'un de mes tueurs qui m'a le plus passionné. Okay. C'est un tueur à caractère occulte. Je me suis fasciné pour l'histoire de Berkowitz. Je suis allé à plusieurs reprises à New York. J'ai rencontré des gens qui ont côtoyé l'univers de Berkowitz, des policiers qui ont fait partie de l'unité Omega. J'ai visité le Ottermeyer Park. On m'a même conduit dans des souterrains sous le parc où apparemment se tenaient des rituels occultes et tout le reste.
Et écoute, il y avait quand j'ai écrit Les Tueurs de l'Occulte 1, et quand on a fait également la série Tueurs de l'Occulte 1 pour Canal D, on a placé David Berkowitz de côté. On y avait des réunions autour de la table. On s'est dit, bon, David Berkowitz, on le met de côté, un peu comme Richard Ramirez, dont on a parlé il y a quelques semaines, et un peu comme Charles Manson, pour la simple raison qu'il existe ce sont des tueurs qui ont tellement attiré l'attention, qui ont tellement fait couler d'encre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait raconter à propos de David Berkowitz qui n'a pas déjà été dit? Mis à part, bien sûr, ma propre fascination pour l'occultisme par rapport à l'affaire de David Berkowitz. Et puis finalement, j'ai introduit David Berkowitz dans mon livre « Les Tueurs de l'Occulte 2 », pour la simple et bonne raison que tous les documentaires que j'ai vus, incluant celui dont tu parles sur Netflix, mais font un travail minable d'une pauvreté incroyable lorsqu'ils abordent l'aspect occulte des crimes de Berkowitz. C'est du grand, mais vraiment du grand n'importe quoi. Et je me suis dit, quand j'ai écrit Les Tueurs de l'Occulte 2, j'ai dit, il faut absolument rectifier le tir. Donc, j'ai repris l'ensemble des crimes qui sont bien connus, qui ont été énormément médiatisés de David Berkowitz, mais je pense qu'il était plus important, pour ma part, d'entrer dans la tête de Berkowitz. C'est ça. De voir un peu de quelle façon Berkowitz voyait l'occulte. Et visiblement, ceux qui ont fait ces documentaires-là, ou bien, si on pense par exemple à Maury Terry, qui visiblement a couru comme un lapin ou une poule pas de tête, puis on l'a envoyé sur n'importe quelle piste, puis a raconté n'importe quoi. Et d'un autre côté, ceux qui ont fait des documentaires connaissaient tellement rien à l'occulte qu'ils ont mélangé plein de trucs pour essayer de faire dire n'importe quoi. Christian, je pense qu'on s'est comme plus concentré, puis corrigez-moi si je me trompe, mais me semble c'est pas lui qu'on a voulu plus lui associer un trouble de personnalité multiple que en réalité des processus occultes ou vraiment là une genre de modus operandi là. Et l'occulte joue un rôle important dans les crimes de Berkowitz, mais pas nécessairement de la façon dont les médias l'ont décrit. D'ailleurs, je vais présenter, là, j'ai déjà une date pour Montréal, on parle du 17 mai pour une conférence sur les tueurs de l'occulte. La date pour Québec s'en vient prochainement, j'attends une confirmation de l'Université Laval. Et David Berkowitz, les gens qui viendront à cette conférence plongeront avec moi finalement dans la tête de Berkowitz. On va plonger dans ce milieu occulte des années 70 et on va également vérifier l'ensemble des hypothèses occultes associées à David Berkowitz pour voir de quelle façon il est facile de faire déraper les choses alors que ça va pas si loin que ça. Donc, ce soir... Je plongerai avec toi le 17 mai. Et donc, à ce moment-là, je vais quand même réserver un peu mes commentaires ce soir pour en garder un peu pour les gens en salle. Oui. Mais bon, l'affaire de David Berkowitz, effectivement, ça se produit à une époque qui est tout à fait spectaculaire, hein, la période des années 70. En fait, moi, je te dirais que après-guerre, les deux grandes décennies qui vont transformer le monde occidental, c'est les années 60 et les années 70. C'est vrai. Les années 60 parce que c'est une espèce de mouvement, d'abord libération de la femme, libération des mœurs, l'homme sur la lune, l'avènement de nouvelles technologies. Et les années 70, c'est une espèce de remise à zéro des compteurs. Hein. Tout est possible et on s'enligne. En fait, on est en présence d'une espèce de société qui se cherche et où tout est permis. Et c'est ça qui marque les années 70. C'est les années 70 qui vont mettre les balises pour les décennies à venir. Les gens s'en rendent pas compte, mais les années 70 ont été le terreau qui a permis aux années 80, 90 et 2000 d'apparaître. C'est tout cet ensemble-là, de cette mécanique-là. On oublie que des grandes révolutions comme l'Internet, tout ça, ça a vu le jour dans les années 70. On n'a pas attendu la génération des années 2000 pour imaginer l'idée de l'Internet, les communications et tout le reste, la communication par satellite et tout le reste. Tout ça s'est développé là, de manière exponentielle dans les années 70. Berkowitz arrive, en fait, les crimes que l'on va attribuer à Berkowitz, même si on va découvrir qu'il en a quand même, il y a eu 2 tentatives de meurtre précédentes, mais les crimes qui vont rendre David Berkowitz célèbre commence le 29 juillet 1976. À ce moment-là, on est dans le Bronx.
on a 2 jeunes femmes, une qui s'appelle Donna Lauria, qui est une étudiante en médecine de 18 ans, et son amie Jodie Valenti, qui, elle, est une infirmière de 19 ans. Elles ont passé la soirée en boîte de nuit. Elles se sont rangées devant le 2860 de l'avenue Burr. On est, comme je l'ai mentionné, dans le Bronx. Et à ce moment-là, les 2 jeunes femmes discutent ensemble. Évidemment, c'est les années 70, c'est très éclaté, là. Donc, elles parlent des garçons qu'elles ont rencontrés en boîte et tout le reste. Et puis, à ce moment-là, alors qu'elles discutent, il est à peu près 1h du matin. Ça frappe à la vitre, côté passager. On s'imagine que la voiture est stationnée là, sur le bas-côté, sur le contre le trottoir. Ça frappe à la vitre. Ce sont les parents de Donna qui, à ce moment-là, sur le même entrefait, entrent à la maison aussi. Et là, bon, on voit leur fille en voiture en train de discuter avec une amie. Elle frappe à la vitre. Sa fille baisse la vitre, oui. Et là, les parents expliquent, ben là, il est plus d'1h du matin. Vous remettrez votre conversation plus tard. Il est temps de rentrer. Et là, la fille dit à ses parents, oui, parfait, je termine notre conversation puis je monte dans 2 minutes. Les parents s'engouffrent dans l'édifice. Ils montent à l'étage. C'est un gros bâtiment avec des dizaines et des dizaines d'appartements, là, comme on en voit là, dans les grandes villes. C'est vraiment ce qu'on pourrait presque qualifier de cage à poules. C'est énorme comme édifice. Ouais. Et puis, donc, on termine, les 2 filles continuent un peu de leur conversation et elles voient à ce moment-là une voiture qui passe près d'elles, une Ford Galaxy jaune. La voiture passe et elle a ralenti à leur hauteur. La voiture va dépasser et dès la première rue qui est transversale, la voiture va tourner. Donc, les 2 jeunes femmes font pas beaucoup attention à cette voiture. Et puis, elles continuent à parler. Et là, elles voient, comme venant, elles ont pas vu l'homme débarquer du véhicule, mais venant de l'endroit où la voiture a tourné, elles voient un homme qui traverse la rue, se place sur le trottoir contre lequel leur voiture est rangée, et l'homme marche dans leur direction. Et là, les 2 jeunes femmes se regardent en disant hey, c'est qui ce type-là? Il a de l'air bizarre un peu. Hein? Il a comme une espèce de manteau. On est en juillet, il a comme un petit parka léger, style kangourou un peu, les mains rentrées sur lui. Et puis, il continue à s'approcher, elle le regarde. Et c'est New York, hein? Je veux dire, on commence pas à s'arrêter à tous les gens un peu louches. On est habitué de voir du monde, c'est ça. New York, c'est la ville des louches, hein? Bon. Et là, comme l'homme est tout près de la voiture, à quelques mètres à peine de la voiture, il sort, il semble tenir dans sa main une espèce de sac en papier, va dire les témoins. Et là, il sort de ce sac en papier une arme de poing. Il se place à la position du tireur, hein, les genoux légèrement plié, il tient l'arme à 2 mains directement vers le pare-brise de la voiture et se met à tirer. Hein. Il décharge littéralement son arme sur les deux femmes. Et là, bon, l'une d'entre elles est blessée grièvement et l'autre réussit éventuellement à sortir de la voiture et côté chauffeur, là, donc Jodie Valenti réussit à sortir de la voiture et se glisser littéralement sous la voiture. Et à ce moment-là, bon, évidemment, dans l'édifice, on a entendu les 44 Magnum, inutile de dire que ça fait énormément de bruit. Donc, les parents de Donna, qui venaient juste d'entrer, entendent les détonations. Ils reconnaissent que ce sont des coups de feu. Le père de Donna, Michael, descend à toute vitesse et lorsqu'il arrive aux côtés de la voiture, le tireur a disparu. Sa fille est affaissée, grièvement blessée, et puis Jodie Valenti, légèrement blessée, mais dit, ben voilà, on a tiré sur nous. Donc, il fait pas d'attention, il grimpe immédiatement en voiture, l'autre femme monte à bord, côté à l'arrière de la voiture, et là il fonce en direction de l'hôpital. Mais malheureusement, lorsque la voiture arrive à l'hôpital, on ne peut que constater le décès de Donna Lauria, qui a été atteint là, de plusieurs coups de feu, dont deux balles mortelles. À ce moment-là, c'est le premier crime, mais bon, c'est pas... En même temps que, bien sûr, l'affaire est grave, mais en même temps, on se dit, bah, c'est New York et bon, des gens qui tirent des coups de feu, je dirais pas que c'est courant, mais bon. Ben, on l'a dit, la mafia, elle rôdait quand même autour, puis tu sais, il y avait une présence de criminalité déjà à New York, fait que tu te dis, bon, c'est un règlement de compte entre du monde qui ont des choses à faire, interlopent un peu. Là. Voilà, puis on pense bien sûr peut-être, il y a eu erreur sur la personne, tu sais, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont mises de l'avant. Bon, ce que éventuellement, le
Jody va raconter, elle va dire, ben l'homme, c'est un homme de type caucasien, il avait les cheveux foncés, légèrement bouclés, il mesurait 1m75. Il était pas gros, mais tu sais, on a des types physiques, là, mais un homme plutôt trapu, difficile à dire. Là, ça serait le petit-fils du géant ferré, un peu. Là, ouais, en termes scientifiques, on dit une silhouette endomorphe. Ça, c'est le nom. Une silhouette endomorphe, donc un style un peu trapu. Mais... Ah, c'est bien ça. Je vais me qualifier comme endomorphe à partir de maintenant. Et on sait que les enquêteurs vont trouver 2 balles de calibre 44 qui sont identiques à celles qui seront retirées de la tête de Donna Lauria, mais les balles sont très endommagées, ne permettent pas de trouver ou d'imaginer le moindrement s'il y a des empreintes digitales ou quoi que ce soit. Donc on a cette déclaration qui est faite aux policiers, et rien que pour te donner une idée, à ce moment-là, Donna Lauria devient la 1622e victime de meurtre de l'année 1976 à New York. Donc là, elle est l'une de ces 1622 victimes. C'est juste donc, ça. Attends, je vais le diviser par 365 pour le fun. Par 365, ça veut dire à peu près 4 meurtres par jour. Ben oui. C'est ça. Donc, c'est un meurtre parmi les autres. C'est bon qu'on ne fait pas beaucoup d'attention à ça. Puis, en même temps, comme on l'a souvent évoqué dans des émissions de type Suspect X, on est souvent en présence de différents services de police. La ville de New York a différents services de police. Elle a la police du Bronx, la police de Brooklyn, la police du Queens, la police du Yonkers. Et ça, évidemment, ça va compliquer l'enquête parce que notre premier crime est commis dans le Bronx, alors que le deuxième, on se déplace le 23 octobre 1976. On est dans le Queens. À ce moment-là, on a un jeune couple, Carl Donaro et Rosemary Keenan. Tous les deux sont âgés de 20 ans. La voiture est immobilisée à l'intersection de la 159e puis de la 32e avenue. Et on est dans ce qu'on appelle dans le Queens le Flushing, la partie du Flushing dans le Queens. Et ils ont passé aussi la soirée en discothèque. Ils discutent. Ce qui est assez étonnant ici, c'est que Carl Donaro est assis du côté passager et Rosemary Keenan est assise du côté chauffeur. Mais à cette époque, souvent les hommes ont les cheveux longs et Carl Donaro a les cheveux plus longs que Rosemary Keenan. Alors et les balles vont être tirées de l'arrière. Donc on peut s'imaginer que au moment où le type a voulu tirer, on suppose qu'il devait viser la femme, et s'il visait la femme, bien évidemment, vu de l'arrière de la voiture, par la lunette arrière, on avait l'impression que la personne qui avait les cheveux le plus courts était assise au volant et les cheveux les plus longs côté passager. De toute façon, Christian, c'est inconcevable qu'une femme conduise une voiture dans ces années-là. Ça se pouvait pas avec ça qu'elle visait la passagère. Et donc, les coups de feu sont tirés. Les 2 personnes sont blessées. Elles ne sont pas blessées mortellement. Bon, j'entrerai pas dans tous les détails parce qu'on pourrait faire une émission de 5 heures sur les crimes de David Berkowitz. Mais disons que dans ce cas-là, les 2 personnes sont blessées. Ils vont se remettre de leurs blessures. Et on va retrouver sur les lieux, dans la voiture, des balles de calibre 44. Et à ce moment-là, encore une fois, l'enquête est confiée à la police du Queens. Donc, la police du Queens n'est pas au courant que quelques semaines plus tôt, dans le Bronx, il y a eu un attentat assez semblable. Quoique, mis à part le fait qu'on ait trouvé des balles de calibre 44, dans le cas de la voiture, en juillet 76, c'était 2 femmes qui étaient à bord, alors que l'on est en présence d'un couple. Donc, on ne fait pas nécessairement le lien entre les deux. Et puis là, donc, on avance dans le temps, on tombe le 26 novembre 1976. Là, c'est assez étonnant. On a 2 jeunes femmes, qui est Donna DeMassy, elle a 16 ans, et son amie Joanne Domino, elles ont 18 ans, elles ont passé la soirée au cinéma, et elles reviennent à la maison. On est encore là dans le Queens, on est dans la section du Floral Park, dans le Queens, et alors qu'elles marchent, elles arrivent en premier, elles s'accompagnent mutuellement en jasant, et elles arrivent en premier au domicile de Lomino, et alors que
Donna, Joanne se prépare à rentrer dans la maison. Bien évidemment, elle ne le fait pas tout de suite. Elle s'assoit sur les marches de la galerie à l'avant de la maison. Elle discute avec son ami. Les deux traversent une mauvaise passe. Une a perdu son emploi, l'autre s'est séparé, a eu une rupture dans son couple. Donc elle parle de ça. Discussion tout à fait commune à des adolescents. Et là, elle voit un homme qui semble descendre la rue. Il est quand même dépassé minuit. Je dirais pas que la rue est déserte, mais les jeunes femmes voient dans les fenêtres des maisons du quartier, elles voient le reflet des téléviseurs. Il y a une certaine activité, mais cet homme, d'ailleurs, elles l'ont croisé un peu plus haut, alors qu'elle tournait le coin de la rue, elles l'ont croisé. Il était sur l'autre rue. Et là, c'est un peu comme si il avait changé sa trajectoire. Il marchait dans leur direction. Mais les deux jeunes femmes se disent, qu'est-ce qu'on a à craindre, tu comprends? On est là, et puis devant notre maison, Joanne Lomino est assise sur la galerie, elle discute avec son ami Demacy, je veux dire, on a l'impression qu'on est en sécurité. Et puis l'homme arrive à leur hauteur, et là encore il tient il y a une espèce de veste, de manteau un peu style militaire, il tient là comme une espèce de main comme portée contre lui. On voit qu'il tente de dissimuler quelque chose. Et comme ils arrivent à la hauteur, il s'adresse aux deux jeunes femmes qui sont à quelques mètres de lui. Il dit, pouvez-vous me dire où se trouve? Et avant même qu'il ait le temps de terminer sa phrase, il dégaine une arme de poing, il se met encore une fois dans cette espèce de position de tireur et il tire une première fois sur Donna. Il l'atteint directement au cou. La balle la frappe avec une telle violence, c'est un 44 Magnum, qu'elle est littéralement propulsée. Là, elle chute là, littéralement sur le trottoir. Le tireur se tourne vers Joanne, qui était assise sur les marches du balcon. Puis là, il faut savoir que la maison est tout proche du trottoir. Il y a quelques mètres de l'équivalent de 2 dalles de béton qui séparent la galerie du trottoir. Donc, Joanne se lève et tente de se précipiter à la maison, mais comme elle met la main sur la poignée de la porte, elle est atteinte de 2 coups de feu dans le dos et elle s'écroule à son tour. Et évidemment, l'homme s'enfuit rapidement. Les deux femmes sont blessées, transportées, évidemment, ça émeut tout le quartier. Les deux femmes sont blessées grièvement. Elles sont conduites à l'hôpital. Elles vont survivre, mais Joanne Lomino va demeurer paralysée à partir de la taille. La balle tirée dans le dos lui ayant sectionné littéralement la colonne vertébrale et la moelle épinière. Donc, elle va demeurer paralysée pour ça. L'enquête est confiée à la police du Queen. Et là, la police du Queen fait quand même un peu, on commence à faire le rapprochement. Là. On vient d'avoir, même si le contexte des deux attentats est différent, dans un premier temps, le premier attentat dans le Queens, je le rappelle, c'est celui de Carl Denaro et de Rosemary Keenan. Le couple était assis dans une voiture, et là, on a plutôt deux jeunes femmes qui discutaient devant une maison. Donc, le contexte, l'environnement est différent, mais comme dans les deux cas, les policiers ont affaire à un tireur qui dégaine une arme au dernier moment, tire sur eux, et dans les deux cas, on est en présence de balles, parce qu'on va trouver bien sûr des balles de calibre 44 sur la scène de crime. Donc là, la police se dit, on est peut-être en présence d'un tireur fou, et là, on commence à voir circuler dans la presse le nom du tireur au calibre 44. Donc, il y a déjà une première connotation qui est donnée. Et puis là, donc, on avance dans le temps, on est en janvier 1977, l'année s'est terminée sans autre attentat, et puis vers minuit 30, on a un certain John Diel, qui lui est âgé de 30 ans, et sa petite amie, Christine Freund, elle a 26 ans. Toutes des jeunes, jusqu'à maintenant, hein? On énumère. Ouais, ils sont garés, ils ont passé la soirée dans un bar du Queens, et là, ils ont regagné la voiture, ils sont assis à l'intérieur de la voiture, et ils discutent, ils doivent se marier le 14 février, jour de la Saint-Valentin, donc ils discutent des derniers préparatifs de ce qui va se passer au mariage, et puis bien sûr, à force de discuter, ils ne voient pas l'homme qui s'est approché de la voiture, il est devant la voiture, et comme Diel vient de mettre le contact, il y a une série de balles qui fait éclater le pare-brise. Lui, il se penche instinctivement sur le côté pour échapper au tir. Il est blessé légèrement par des éclats de verre, mais quand il se tourne, il voit que Christine est complètement affaissée, la tête contre la vitre de la portière, du sang s'écoule de sa tête. Alors, lorsqu'il relève la tête, le tireur fou a disparu.
il sort de la voiture, étend sa copine sur la banquette avant, et comme il n'y a personne aux alentours, il part à courir, et puis un coin de rue plus loin, il va croiser une voiture, il dit, bon, on a tiré sur nous, le chauffeur lui dit, retourne à la voiture, je vais aller contacter les policiers, il retourne à sa voiture, une voiture de police arrive au même moment, le policier qui arrive constate que la blessure semble si grave, qu'il n'est pas question d'attendre l'ambulance ou quoi que ce soit, il transfère directement Kristen Freund dans la voiture de patrouille et il fonce vers l'hôpital où malheureusement la jeune femme est déclarée morte à l'arrivée, parce qu'elle était atteinte à la tête. Là, encore une fois, on est toujours dans le Queen. L'enquête est confiée à la police du Queen. On trouve des balles de calibre 44. Visiblement, c'est le tueur au calibre 44. Et là, commence à émerger une espèce de portrait robot. OK, ça commence. On commence à faire un lien entre les crimes. On commence à faire un lien et la police du Bronx, la police du Queens a été informée qu'un crime semblable a été commis dans le Bronx 8 ou 9 mois plus tôt, où 2 jeunes femmes qui discutaient dans une voiture se sont fait tirer dessus par un tireur qui s'est enfui, une espèce de tireur fou. Et dans ce cas-là, on avait aussi trouvé des balles de calibre 44. Donc, on commence à faire un lien. On a visiblement, c'est possiblement un tireur qui a agi à la fois dans le Queens et dans le Bronx. Et on parle encore du tireur au calibre 44. Ce que les policiers se disent à ce moment-là, c'est, il doit s'agir d'un type qui attaque les couples. Donc, on est bien sûr, il y a l'histoire de ces deux, puis il y a l'histoire de ces 2 adolescentes devant la maison qui brise un peu l'image. D'ailleurs, ce crime va, pendant un temps, il va être un peu ambivalent. Est-ce qu'on l'inclut dans la liste des crimes ou non? Ça reste un peu ambivalent, même si on a trouvé sur les lieux des balles de calibre 44. Mais ce qui semble se sortir de l'image, c'est que c'est un homme qui tire sur des couples, et principalement des couples en voiture, comme va le faire éventuellement le tueur du Zodiac, comme l'a fait le tueur du Zodiac à la fin des années 60. Donc on se dit, attention, et les victimes, c'est amusant parce qu'on l'entend dans la bande-annonce, les femmes, les blondes les brunes vont se faire teindre en blond, parce que les victimes sont tous des brunes avec des cheveux mi-longs. Mais c'est purement par hasard. Parce que dans le noir, on le voit pas vraiment, là, c'est ça. C'est ça, c'est pas l'objectif. En fait, le tireur tire sur ses cibles sans avoir vraiment une préférence pour la couleur des cheveux. On n'est pas dans les hommes préfèrent les blondes, là. Non, c'est pas son critère. Mais là, on se dit, évitez de vous retrouver dans une voiture garée dans un endroit mal éclairé ou etc. parce qu'il y a toujours des dangers. Et là, soudainement, le pattern va complètement se briser le 8 mars 1977. On est dans le Queens. On a une jeune étudiante qui s'appelle Virginia Vorkerikian qui revient chez elle. Elle est attendue pour le souper. Il est à peu près 19h. Elle marche sur le trottoir. Un homme sur le même trottoir qu'elle, marche dans sa direction, et comme il arrive à sa hauteur, il dégaine une arme de poing, et elle, en voyant l'arme de poing, sa première réaction, c'est de placer ses livres d'école devant elle, des livres assez épais, mais bon, c'est pas, ça n'arrête pas une balle de 44 Magnum, ça, donc il lui tire une balle en plein visage, la balle lui entre, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais bon, c'est un tir mortel. Donc, elle s'écroule sur le trottoir, atteinte d'une balle en plein visage. Et le tireur, ce qui est assez étonnant, le tireur voit, après qu'il ait tiré, il voit de l'autre côté de la rue un homme qui a tout vu de la scène, qui est là, qui est debout, qui le regarde, figé de ce qu'il vient d'apercevoir. Et il le regarde et lui dit « Bonne soirée ». Et là, il s'éloigne en marchant d'un pas rapide, mais sans nécessairement courir. Donc encore là, on a un homme, un témoin qui va donner un portrait robot qui ressemble à ce qui a été donné auparavant. Quoique, les portraits robots changent beaucoup. Certains auteurs vont beaucoup focaliser là-dessus. Visiblement, ils ne se sont pas donné une grosse recherche parce que quand on parle aux policiers, on se rend vite compte que il y a à peu près seulement 10% de ce l'on retrouve dans les portraits robots qui est réellement significatif de la personne décrite. Donc, si un type décrit un type qui avait un visage plus rond, si l'autre va décrire un visage un peu plus émacié, un nez plus long, un nez crochu. C'est des détails tellement insignifiants que, et comme seulement 10% des éléments rapportés dans un portrait robot sont
sont conséquents de la réalité. Okay. Je veux dire, tu peux bien dire qu'il y avait 4 portraits ou 5 portraits robots différents de David Berkowitz, puis croire qu'il y avait 5 tireurs différents, mais ça mène strictement nulle part. Ça vient-tu de là, justement, Christian, la conspiration qui n'avait pas agi seul? C'est à cause Ouais, absolument. Et ça, it's foutaise. Hein? Okay. Disons-le tout de suite, it's foutaise. Et puis, on avance un peu, donc... Et là, le tournant, un moment charnière, on est le 17 avril 1977, on est dans le Bronx cette fois, on a un jeune couple, Alexander Esso, et sa copine, Valentina Suriani, qui viennent de se garer devant la maison où habite Suriani. Hein. Ils ont passé la soirée là aussi en discothèque, ils la ramènent chez elle, ils sont dans la voiture, ils discutent. Bon, moi, je te dis qu'ils ont apparemment eu une relation sexuelle dans la voiture. Ça mais je suis pas supposé être au courant de ça. mais alors qu'ils sont donc dans la voiture et on comprend qu'ils sont pas très préoccupés par ce qui se passe à l'extérieur. OK, on comprend. Hein, de la voiture. les vitres sont très embuées. C'est le Titanic, là. C'est le Titanic. Un homme arrive en direction de la voiture et là, encore une fois, il va dégainer une arme de poing, calibre 44. Il tire sur le jeune couple en question. Et là, il va se produire un événement assez étonnant. Parmi les balles qu'il tire, hein, il tire une balle sur le devant du pare-brise qui éclate. Il fait un pas de côté, tire également en direction de la femme qui est du côté passager, tire à travers la vitre, il l'atteint en pleine tête. Et avant de quitter les lieux, il va laisser tomber une lettre, une enveloppe à l'intérieur de la voiture côté passager. Et la lettre est adressée à l'inspecteur Borelli qui est en charge parce qu'il y a une unité spéciale qui s'est mise en place, la force Omega, pour justement mettre le grappin sur le tueur au 44 Magnum. Et c'est l'inspecteur John Borelli qui est en charge de l'investigation. Et là, donc, le tueur laisse une enveloppe dans la voiture. C'est assez amusant parce que quand on regarde les récits, on dit la lettre a été trouvée, certains disent dans la voiture, d'autres disent dans la rue. C'est parce que la raison, c'est que quand l'équipe d'urgence est arrivée sur place, ils ont ouvert la porte passager. La lettre était dans la voiture, mais elle était sur le bord de la porte à l'intérieur. Quand on a ouvert la porte, la lettre est tombée dans la rue. Ouais, OK. Donc là, on a enlevé les corps et tout ça. Et quand les policiers arrivent sur place, ils voient l'enveloppe qui est juste là, pratiquement sous la voiture, hein, sur la chaussée. Et là, donc, la lettre est envoyée au service de police. Inspecteur Borelli, bon, on ne trouve pas vraiment d'empreinte sur la lettre. Et là, c'est une espèce de délire. Hein. C'est la première fois que l'auteur écrit à la police. Il écrit en lettres, en grosses lettres. On dit des lettres carrées, là, bon, et en lettres majuscules. Et là, c'est une espèce de délire. Hein. Il dit, je viens de l'enfer, etc. Je suis... Puis là, il parle de toutes sortes de relations un peu occultes. Je suis le démon. Et que pensez-vous des fourmis qui se nourrissent du sang dans le caniveau des rues? C'est vraiment très, très macabre comme contenu de lettres. C'est épouvantable. Et là, il termine en disant, il parle de Sam. Et là, il dit, je suis le fils de Sam, le son of Sam. Et il fait une espèce de dessin à caractère occulte, un peu comme un cercle, avec un peu comme le symbole masculin-féminin, mais embriqué l'un dans l'autre. C'est assez étrange. Mais là, le tueur vient de se donner un nouveau nom. Hein? Il est maintenant le fils de Sam. Donc, exit le tueur au 44 Magnum. On ne parle plus que du fils de Sam. Et le discours montre clairement un individu qui a une espèce de vision un peu à caractère occulte. Donc, il y a quelque chose qui sent une espèce de délire satanique ou diabolique à travers ça. Et à partir de la première lettre qui va être envoyée à Borelli, il va y avoir d'autres lettres qui vont être envoyées à d'autres personnes, notamment Jimmy Breslin, qui est un chroniqueur de la presse new-yorkaise, qui lui va recevoir une lettre également. J'ai ici entre les mains une copie de la lettre qui est envoyée à Breslin. Et Breslin travaille pour le Daily News, hein, pour te donner une idée, parce que je pense que les auditeurs ont besoin d'avoir un peu le sentiment de la prose de David Berkowitz. Il dit « Bonjour depuis le caniveau de New York, qui sont remplis de crottes de chiens, de vomi, de vin rassis, d'urine et de sang. Bonjour des égouts de New York City qui engloutissent ces gourmandises lorsqu'elles sont emportées par les camions balayeurs.
Bonjour depuis les fissures des trottoirs de New York City et des fourmis qui habitent dans ces fissures et qui se nourrissent du sang séché des morts qui s'est infiltré dans ces fissures. Et là, il dit GB, Jamie Breslin, je vous envoie juste un message pour vous faire savoir que j'apprécie votre intérêt pour ces récents et horribles meurtres de calibre 44. Je tiens également à vous dire que je lis votre chronique quotidiennement et que je la trouve très instructive. Dites-moi, Jim, qu'auras-tu pour le 29 juillet? Vous pouvez m'oublier si vous le souhaitez, car je n'aime pas la publicité. Cependant, vous ne devez pas oublier Donna Lauria, qui est sa première victime. Okay. Et vous ne pouvez pas non plus laisser les gens l'oublier. C'était une fille très, très gentille. Mais Sam est un garçon assoiffé et il ne se laissera pas arrêter de tuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié de sang. Monsieur Breslin, ne pensez pas que parce que vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un moment, je me suis endormi. Non, je suis plutôt toujours là. C'est un esprit errant dans la nuit, assoiffé, affamé, s'arrêtant rarement pour se reposer, impatient de plaire à Sam. J'aime mon travail, désormais le vide est comblé. Puis il continue un peu son délire. Un personnage un peu trouble. Et il va demander à Breslin de publier la lettre, ce que Breslin va faire, en disant « Si tu publies la lettre, je vais me rendre et je vais arrêter de commettre des crimes », ce qu'il ne fera pas. La lettre a été publiée à quel moment? Le lendemain de la réception. En fait, c'est 2 jours après. Breslin reçoit la lettre, il en parle avec les policiers, et puis à ce moment-là, les policiers donnent l'autorisation pour que la lettre soit publiée. OK. Donc, parce que lui, il a parlé d'un deadline du 29 juillet, donc on est avant ça. Là. On est quoi, fin juillet, début juillet? Oui, c'est ça. OK, parfait. Donc, il en reste pas long, je vous le dis, avant qu'on réussisse à mettre le grappin dessus. Et donc, à ce moment-là, et c'est assez amusant parce qu'en parallèle, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais en parallèle, il y a comme d'autres gens qui s'intéressent. Un curieux David Berkowitz qui a fait l'objet de plusieurs plaintes, qui a tiré sur des chiens, notamment le chien de son voisin. Et ces gens-là, curieusement, ont appelé la police et ils ont dit à la police, on pense que ce type-là pourrait même être le fils de Sam. Ils le disent aux policiers. Puis les policiers disent, ouais, vous n'êtes pas le premier. Il y a 3000 personnes sur la ligne qui attendent de nous dire qu'ils connaissent qui est le fils de Sam. Tu vois, donc on ne prend pas ça au sérieux, mais ce type-là est quand même, fait déjà l'objet, déjà dans le collimateur de certains individus qui croient reconnaître à la fois dans sa prose ou dans certaines de ses phrases des mots qu'ils ont entendus dans la bouche de Berkowitz ou des actions qu'ils associent à Berkowitz. Et puis on avance dans le temps, on est le 26 juillet 1977, on est dans le Queens, on a un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Salvatore Lupo, qui lui a 20 ans, et une amie, Judy Placido, qui a 17 ans. Les deux ne sont pas en couple, mais ils ont passé la soirée dans la même boîte, Salvatore Lupo y travaille, et Judy, qu'il connaît bien, a passé aussi la soirée dans le bar, puis elle s'est fait un peu harceler par des hommes un peu trop entreprenants, et donc à la fermeture du bar, elle est un peu inquiète de rentrer seule chez elle. Elle demande à Salvatore s'il peut la raccompagner. Il demande au portier, je vais t'emprunter ta voiture, j'ai le temps d'aller reconduire Judy chez elle, et je reviens. Il prend les clés, la voiture est garée deux coins de rue plus loin, il se retrouve assis dans le véhicule, ils discutent un peu, chacun racontant un peu sa soirée, et là arrive un individu qui s'approche de la voiture et fait feu dans leur direction. Encore une fois, même technique, personnage légèrement accroupi, tenant son arme à 2 mains, il tire en direction de la voiture. Les deux sont blessés, mais ne sont pas blessés mortellement. Donc, et on va trouver sur place, bien sûr, des balles de type 44 Magnum, ce qui montre bien qu'on est en présence du tueur au 44. Et puis je passe rapidement parce que je vais donner un peu la parole à Daniel. On arrive au 31 juillet 1977. Là, encore une fois, on a un jeune couple, Roberte Violante, qui a 20 ans, qui a passé la soirée avec sa nouvelle amie. C'est leur première soirée ensemble. Stacy Moskowitz. Elle a 19 ans. Ils ont passé la soirée en boîte. Et on peut imaginer, Stacy Moskowitz, c'est un peu la blonde, cheveux ébourifflés, un peu à la Farrah Fawcett. C'était un peu la
la mode de l'époque des années 70. Et puis donc, à la fin de la soirée, ils regagnent la voiture. Il y a un stationnement qui est relativement bien éclairé d'ailleurs à ce moment-là. Et ils sont pas inquiets parce que cette fois-là, on est à Brooklyn. Et tous les crimes ont été commis dans le Queens ou ont été commis dans le Bronx. Aucun crime n'a été commis à Brooklyn. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que Roberto Violante va dire à Moscovitz, qui elle a les cheveux blonds, hein, il va dire t'as pas de chance. Tu sais, si on était dans le Queens ou dans le Bronx, tu serais quand même à l'abri des crimes du tueur au 44 parce que pour être en maudit. Voilà. Et puis alors qu'ils viennent de prendre place dans la voiture, un homme s'approche du véhicule, il fait feu sur le véhicule. Moscovitz est atteint mortellement. Robert Violante va être atteint, il va perdre un œil et perdre 80% de l'acuité visuelle de l'autre œil, ce qui le laisse pratiquement aveugle, hein, parce qu'une balle lui a traversé la tempe. Et à ce moment-là, il y a un élément particulier. Lorsque cette histoire-là est connue, dès le lendemain, on parle, il y a eu un attentat dans le quartier, dans Brooklyn, tout ça. Il y a une femme qui, elle, se rappelle que la veille, alors que quelques minutes avant l'attentat, elle a vu un homme et elle l'a vu s'éloigner dans la rue. Il est passé près d'elle. Elle était sortie à l'extérieur pour promener son chien. Et là, elle dit, une dame qui s'appelle Cecilia Davis, et elle a vu également un policier, quelques minutes après, mettre une contravention sur la voiture en question. Elle est remontée dans son appartement avec son chien, et là, elle a entendu ce qui lui a semblé être des pétards, qui devaient être les coups de feu de la pétarade, et elle a entendu comme une voiture qui décollait sur les chapeaux de roue. Voilà. Elle raconte ça aux policiers, et les policiers se disent... Et si c'était la voiture qui a eu une contravention? C'est comme tu utilises l'expression, c'est un long shot. Ouais. Moi aussi, pourquoi pas? Et effectivement, en fouillant dans les voitures qui ont reçu ce soir-là une contravention, on est dans Brooklyn, il y a eu 4 contraventions qui ont été données sur la rue. 3 d'entre elles sont des voitures de Brooklyn, donc des habitants locaux qui sont généralement là, mais qui ce soir-là s'étaient garés de manière illégale. Et il y a une voiture qui, elle, vient d'un résident du Yonkers. Et évidemment, on se dit, mais que faisait un résident du Yonkers à l'heure du crime, stationné à Brooklyn? Et cet homme, quand on vérifie la plaque de sa voiture, on constate effectivement, il s'appelle David Berkowitz. Il conduisait une Ford Galaxy jaune et le numéro de plaque ramène les policiers à son appartement. Il habite le 35 Pine Street, l'appartement 7E dans le Yonkers. Donc à partir de là, on commence à enquêter sur lui. Très rapidement, on découvre qu'il a fait l'objet de d'autres plaintes à gauche et à droite par des gens qui l'ont déjà suspecté d'être David Berkowitz, d'être le fils de Sam, pardon. Et lorsque les policiers vont sur place, donc au 35 Pine Street, on veut pas entrer chez Berkowitz parce qu'on se dit, si c'est notre homme et s'il a un calibre 44 Magnum, il a peut-être d'autres armes à feu dans son appartement et ça pourrait se terminer en fusillade. Le 35 Pine Street pourrait y être allé à plusieurs reprises, avoir fait le tour de la bâtisse et d'être monté jusqu'à l'appartement de Berkowitz. Il est situé comme une rue en U et ça se trouve directement dans le U, dans le tournant de la rue. Et c'est surprenant que ça soit encore debout? Oui, et c'est un gros édifice, un très gros édifice. Il doit avoir, je sais pas moi, 80 ou 100 logements dans cet édifice-là. C'est gigantesque. Et donc, les policiers arrivent sur place. Très rapidement dans le stationnement, ils voient la Ford Galaxy jaune, numéro de plaque 561 XLB. C'est le numéro de plaque dont on a émis la contravention. D'ailleurs, en regardant par la fenêtre de la voiture, les portes sont verrouillées, mais on voit sur le siège avant de la voiture, on voit la contravention qui est là, qui traîne sur le siège avant. Et derrière, on voit un sac et une espèce de sac de couchage d'où semble émerger la crosse d'une carabine. Donc déjà là, c'est très inquiétant. On fait une espèce de souricière et en fin de journée, alors que tu peux imaginer, les policiers se mettent en place en habit civil. Un fait semblant de fumer une cigarette, un autre semble gonfler le pneu d'une voiture 15 mètres plus loin. Tu comprends? Tout est mis en place. Berkowitz sort de son appartement et comme il embarque dans sa voiture,
Tu peux t'imaginer, il y a 15 points qui le pointent avec des armes dedans en disant « Freeze, tu bouges plus ». Et là, Berkowitz met ses mains sur le toit de la voiture. On va trouver dans sa voiture le fameux 44 Magnum dans un sac en papier. Et lorsque les policiers arrêtent Berkowitz, la première chose que Berkowitz lui dit, c'est « Vous m'avez eu ». Et les policiers lui demandent « Qui avons-nous eu ?» Et il répond « Vous avez eu le fils de Sam ». Donc, il ne cache pas immédiatement, hein, il reconnaît qu'il est le fils de Sam. Et là où l'histoire s'embrouille, on l'amène au poste de police et là, on commence à enquêter sur lui. On apprend qu'il est né le 1er juin 1953. Initialement, il s'appelait Richard David Falco. Il est né d'un couple, Betty Broder et Joseph Kleinman. Donc, il n'y a pas de Falco là-dedans, mais comme non, Kleinman était déjà marié, il n'a pas voulu reconnaître l'enfant. Betty Broder, qui avait déjà été mariée avec un certain Falco, qui avait déjà une fille qui portait le nom de Falco, elle a décidé de donner à cet enfant le nom de Falco. Mais très rapidement, il a été mis en adoption. Il était adopté par un couple de juifs du Yonkers, Nat et Pearl Berkowitz, qui eux tenaient une quincaillerie. Et puis, c'est un jeune homme qui, dès l'enfance, a montré des troubles de comportement. Bon, je laisserai Daniel parler de ça. Il a torturé des animaux, il a développé une passion pour le feu. En fait, il va être accusé de plus de 1500 incendies. Il gardait un livre, 1500, il gardait un livre détaillant chacun des incendies dont il avait mis le feu. Il va s'enrôler dans l'armée. Au début des années 70, il est cantonné en Corée. Lorsqu'il revient à New York, il va réussir à retrouver sa mère biologique. Il va apprendre que son père, Joseph Kleinman, est décédé en 1965 d'un cancer. Il va également retrouver sa demi-sœur, mais il n'arrive pas à développer vraiment des liens très émotifs envers eux. Il a toujours l'impression que sa mère l'a abandonné une première fois, puis qu'elle va l'abandonner à nouveau. Et là, il croit qu'on conspire dans son dos, etc. Et puis, il se met à développer une passion pour les films d'horreur, l'occultisme, le satanisme. Il va raconter plus tard qu'il a assisté à des séances, des réunions sataniques dans le parc Untermyer Park, qui se trouve dans le Yonkers, où, il est vrai, des rituels à caractère occulte ont été tenus. J'ai parlé à des gens qui ont même participé à ces rituels-là. C'était connu dans Yonkers. Est-ce que David Berkowitz a fait partie d'une de ces sociétés occultes ou est-ce qu'il en avait simplement entendu parler? Ça reste difficile à faire, à documenter. Une chose est certaine, il était obsédé par le chien de son voisin qui jappait à longueur de journée. Oui. Son voisin s'appelait Sam Carr et son chien s'appelait Harvey. Et il va dire aux policiers, en fait, que le Sam, quand il dit « je suis le fils de Sam », il fait référence à Sam Carr. Et le fils de Sam, c'est aussi son chien Harvey qui dit qu'il était possédé par 16 démons et que le chien était aussi un sorcier vieux de 4000 ans, la réincarnation d'un sorcier de 4000 ans. Et là, on peut commencer à se poser la question, est-ce que tout ça est inventé? Est-ce qu'il essaie de passer pour fou? C'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus complexe. Mais pour avoir vu des photographies, on a détaillé l'appartement de David Berkowitz, je n'ai aucun doute que Berkowitz avait inventé ou imaginé ce scénario-là bien avant qu'il soit arrêté. En fait, il l'a pas imaginé pour essayer d'échapper à la justice. Il vivait dans un monde imaginaire. Mais dans quelle mesure savait-il qu'il vivait dans un monde imaginaire? Dans quelle mesure était-il absorbé dans ce monde imaginaire? On se tourne là, ça reste sujet à débat. Mais bon, Berkowitz va être arrêté, condamné. Comme il accepte de plaider coupable, il n'y aura pas de procès. Donc, pas de procès pour détailler chacun des crimes. Il reconnaît les faits. Donc, beaucoup de questions vont demeurer en suspens. Il est condamné à 365 ans de prison. 25 ans par meurtre. Ouais, et en prison, et il devient admissible, comme ce sont des peines concurrentielles, il devient admissible à une libération conditionnelle après 25 ans. Et il faut le dire aux gens, il est toujours derrière les barreaux. Les chances qu'il soit libéré un jour sont à peu près nulles. Et en prison, on le sait tous, Dieu vit en prison, puisque David Berkowitz l'a rencontré. Oui, il a trouvé Dieu. Dieu a retrouvé Dieu en prison, et maintenant, il ne porte plus le nom de Son of Sam, mais Son of Hope, hein, le fils de l'espérance. C'est le 13e apôtre.
Oh, voilà, très bien. Écoute, je pourrais c'est un sujet qui m'a passionné. Berkowitz m'a passionné. Quel personnage fascinant. Il y avait un trou dans, que t'as mentionné, il y avait un trou dans son appartement, puis il avait marqué avec une petite flèche, il dit, ici vit Monsieur Williams. Puis là, il avait fait plein de commentaires sur son mur. Monsieur Williams fait ceci, Monsieur Williams fait cela. Il y avait une espèce de délire dans la tête de Berkowitz qui était tout à fait un chaos indescriptible. Ça donne l'impression que c'est Dan qui va pouvoir répondre à cette question-là. Ça donne l'impression que c'est un enfant prisonnier d'un corps d'adulte. Ben, écoute, je passe la parole à Dan. C'est un personnage fascinant, mais je le dis encore une fois, pour les gens qui veulent entrer dans la tête de Berkowitz et tout ce lien qu'il avait avec l'occulte, a-t-il réellement fait partie du groupe The Children, une secte satanique? Ouais. A-t-il eu d'autres meurtres à travers les États-Unis liés au meurtre de Berkowitz? Est-ce que Berkowitz n'a été qu'un maillon d'un rouage plus complexe? Vous le découvrirez en conférence. Et mais d'ici là, je passe la... Oui, d'ici là, je passe la parole à Dan. Vas-y, mon Dan. Oui, Berkowitz, c'est un cas assez particulier, je veux dire. Puis, je connais quand même bien ce cas-là. C'est sûr que moi, c'est moins l'aspect occulte, même si ça occupe une très grande place dans son histoire. Il faut dire que je pense, Cam, je vais répondre à ta question tout de suite. Je crois que oui, il s'est créé un monde un peu imaginaire, en fait. Probablement pour contrebalancer toutes les déceptions qu'il vivait dans la vie réelle. Faut comprendre que Berkowitz, en fait, a accumulé les déceptions tout au long de sa vie. Je le sais, c'est un thème récurrent, mais qu'est-ce que vous voulez? Si des fois, ils ont un point commun, ce genre de tueurs-là, c'est ça. Ouais. Et je veux un petit peu vous dire, en fait, de quoi il y en est question. Je me suis, entre autres, inspiré d'une étude qui a été faite par l'Université de Radford, en fait, que je trouve quand même intéressante. Je vous dirais qu'avec le portrait qu'on nous décrit, c'est accessible à tout le monde, je pourrais faire carrément une analyse du cas. Je trouve que vraiment, au niveau des événements qu'on a répertoriés, c'est quand même assez complet. Donc, je vais juste apporter un bémol sur l'univers fantaisiste qui s'est créé. Parce que vous allez voir qu'il y a un diagnostic qu'on a retenu au niveau de Berkowitz qui n'a finalement plus tenu la route à un moment donné. Donc, Berkowitz, je répéterai pas nécessairement tout ce que tu as dit, Christian, au niveau de son passé. Ni sa liste de médicaments aujourd'hui. non, ni ça. Ben, je vous dirais juste que, un peu comme Richard Ramirez, il a reçu quand même quelques coups à la tête en étant jeune. Donc, il y a eu quand même quelques traumatismes crâniens. Un événement qui va particulièrement l'avoir troublé, c'est pas les coups à la tête, c'est la mort de sa mère adoptive. Donc, il va beaucoup en vouloir à son père adoptif de lui avoir caché la maladie de sa mère. Elle est décédée, je pense, d'un cancer, là, si je ne me trompe pas. Et il va beaucoup en vouloir à son père adoptif de lui avoir caché finalement que sa mère était autant malade et ça va être un grand deuil pour lui. Il faut dire que Berkowitz... si tu me permets, Daniel, je viens... Berkowitz, en fait, en voulait plus à son père, non pas de lui avoir caché que sa mère adoptive, Pearl, était malade d'un cancer, il le voyait quand même un peu dépérir. Ce qu'il va reprocher viscéralement à ses parents adoptifs, c'est de lui avoir fait croire que sa mère naturelle était décédée en naissant. Okay. Et là, il se voyait comme responsable de la mort de sa mère. Et quand il va apprendre qu'elle est toujours vivante, là, il a l'impression que c'est une trahison là, épouvantable de lui avoir fait croire ça. Exactement. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Quelle belle idée, en fait, de parents adoptifs de dire à un enfant quand même en bas âge, ta mère est morte. Tu sais? Donc, je veux dire, à un moment donné, on repassera au niveau de la compassion et l'empathie, mais c'est juste pour dire que ça aussi, ça va quand même, tu sais, être choquant pour Berkowitz. Et comme tu dis, Christian, en fait, c'est que lui va se sentir responsable de la fausse mort de sa mère naturelle. Et très, très rapidement, en fait, ce qui va se passer dans la psyché de Berkowitz, c'est qu'il va se sentir
coupable de beaucoup de choses et il va de plus en plus s'isoler sur lui-même. C'est un individu, en fait, tu l'as dit, Christian, là, disons qu'il avait un physique, on va dire bien portant. Endomorphe. Oui, endomorphe, voilà. Mais, et puis là, je veux pas, en fait, faire de jugement par rapport au physique, loin de moi cette idée-là, mais il faut comprendre qu'un enfant qui a ce genre de physique-là à l'école, ben, veut pas, il était l'objet de moquerie. Donc, c'est pas quelqu'un qui, disons, avait une très grande facilité à établir des relations avec les autres, et ça va le suivre, en fait, jusqu'à l'adolescence, où il va avoir quand même beaucoup de difficultés à établir des relations, notamment avec les filles. Donc, tout au long de son enfance et son adolescence, Berkowitz va un peu chercher un but dans sa vie. Il va se sentir de plus en plus isolé, seul dans ce monde-là, dans lequel il ne se reconnaît pas. Et c'est pour ça que ça va, entre autres, l'amener du côté de l'armée. Et quand il s'intègre au niveau de l'armée, Berkowitz se dit, ben, je vais aller en mission et comme ça, je vais finalement me sentir important. Je vais enfin avoir quelque chose pour laquelle je peux vivre, tu sais, je vais mener un combat, mais il va se faire catapulter en Corée du Sud et il va beaucoup s'emmerder. Donc, oui, c'est une corvée de patates, là. C'est ça. Oui, on l'envoie en Corée du Sud, mais c'est une corvée de patates, là. Exactement. Pendant 3 ans, il ne fera pas grand-chose et ça va être une autre déception qui va s'ajouter dans sa vie. Fait que vous comprenez que, et là, je passe quand même assez rapidement sur les détails, Berkowitz ne se reconnaît pas dans ce monde-là, il voit aucun but, il revient en Amérique suite à son passage en Corée du Sud, et là il se dit, mais quel monde un peu de merde dans lequel je me retrouve, et il va commencer à développer certaines fantaisies, on va dire, à se créer finalement un univers parallèle, dans lequel, je pense, il se complaît encore aujourd'hui. C'est sûr que ça s'est modifié au fil des décennies. On parle quand même d'un individu qui est passé de théorie, tu le disais, le trou dans le mur, et il a commencé à se créer une histoire autour de ce trou-là. Le satanisme aussi, tu sais. Je pense qu'on était face à un individu qui se cherchait énormément dans la vie. Et pour aborder la question du Son of Sam, le fameux chien, il faut comprendre que suite à son arrestation, Berkowitz a quand même passé des tests psychologiques et psychiatriques. Parce qu'on se dit, un individu comme ça, est-ce qu'il aurait été apte à subir son procès? Ouais. Est-ce qu'il aurait été criminellement responsable aussi? Les psychologues et psychiatres qui l'ont évalué ont déterminé que oui. Berkowitz aussi, on a su que c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Son QI était évalué à peu près 128. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était quand même quelqu'un de très intelligent, et qui dit quelqu'un de très intelligent dit quelqu'un qui peut être aussi très manipulateur et convaincre. Donc, Berkowitz savait très bien ce qu'il faisait, ce qui n'empêchait pas le fait qu'il soit construit un autre univers avec quand même beaucoup de détails et beaucoup de choses, en tout cas, tu sais, beaucoup d'éléments, là, notamment au niveau du satanisme, de l'occultisme et tout. Donc, je pense que oui, l'occultisme a eu une place très, très importante dans la dynamique délictuelle de Berkowitz. Maintenant, quand les psychiatres sont arrivés à la cour et ont en fait élaboré le profil, le diagnostic qui avait été retenu, c'était schizophrénie paranoïde. Et on peut comprendre pourquoi. Tu es face à un gars qui est très convaincant et qui, je pense, même se convainquait lui-même, qui disait qu'il entendait des voix du chien de son voisin, puis qui était possédé par à peu près 16 démons, puis tout. Tu te dis, OK, ce gars-là est en délire total, et il dit en plus qu'il entend des voix, c'est un des signes de la schizophrénie. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Par contre, Berkowitz, éventuellement, et c'est là où j'apporte le bémol, a dit, et Christian, probablement que tout ça, tu le sais, aurait dit à un agent du FBI qui s'appelait Robert Ressler que c'était pas vrai l'affaire des voix. Ouais. Et après ça, le problème de Berkowitz, il est là. Il change tellement de versions. Il dit à Ressler, quand il commence à parler du chien, Ressler dit, j'en crois pas un estime mot. Et là, Berkowitz dit, OK, c'est pas vrai. Le chien, c'était pas vrai.
Il change son histoire. Mais après ça, quand il rencontre Maury Terry lui dit, t'as dit à Ressler que c'était pas vrai. Il dit, ouais, mais j'ai dit ça parce que je voulais faire son affaire. Mais dans le fond, l'affaire du chien, c'était vrai. Puis là, après ça, il dit à Abramson, qui est un autre médecin qui s'est penché sur son cas, qui avait été ordonné par le tribunal, il dit à Abramson, il dit, l'affaire du chien, c'est pas vrai. Quand le Sam, c'est pas Sam Carr, c'est Samhain, qui est un démon d'un groupe satanique. Donc, il change une nouvelle version. Donc, en fait, c'est un peu trouver Charlie, hein. Ben là, c'est trouver qui est le démon qui empoisonne la vie de David Berkowitz. Et il adapte. T'as bien raison, Daniel. C'est un type, là, moi, j'ai passé des heures et des heures à éplucher les correspondances entre les policiers, entre le procureur, les avocats. Et ce que l'on voit de Berkowitz, quelle fin manipulateur, hein? Il ajuste toujours son discours en fonction de la personne qui l'écoute. Il sait reconnaître. Il sait d'avance ce que la personne en face de lui veut entendre et il va adapter son discours en fonction de ça. Tu sais. Et si tu lui dis, je crois pas cette... Oui, j'allais simplement dire, si tu lui dis, je crois pas cette partie-là de ton histoire, pas de problème, il va la changer, la transformer pour l'adapter en autre chose. OK. Exactement, et c'est ce qui rend en fait le travail des professionnels, dont moi, tellement difficile. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de versions. Et même quand tu es face à l'individu peut tellement changer de version qu'à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire, quoi faire. Tu sais, quand il dit « Non, j'ai tout inventé ça, puis c'était pour pas que je... en fait, c'était pour que je sois déclaré mentalement inapte. Irresponsable. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce que j'ai le terme en anglais devant moi. Là, donc, non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Faut dire qu'on était à une autre époque aussi, mais tu sais, en anglais, on dit insane, là, donc juste... Fou! Oui, c'est ça, coucou. Mais tu sais, fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, finalement, le gars est fin manipulateur, le gars change, le gars est très au courant de ce qu'il est en train de faire. Ah oui, puis je fais une parenthèse, je tiens à dire que c'est quelqu'un de très tenace, parce que depuis 2002, il est éligible à une demande de libération conditionnelle, et il n'y a pas une année jusqu'à 2024 où il n'a pas fait une demande, là. Il est à sa 12e aujourd'hui, peut-être 13e cette année. Là, fait que je pense qu'il est conscient. Là. Ouais, puis il se compare à Anne Frank. Hein. Il dit Anne Frank, les mémoires de Anne Frank ont permis aux gens de mieux comprendre le régime nazi, puis tout ça. Alors, comment quelqu'un, tu sais, la vie qui est rejetée avec la pression d'un oppresseur qui était les nazis. Ben lui, il dit, tu sais, lui, il se compare à Anne Frank et il dit, si on me libère, mon discours pourrait aider des milliers de gens. Sans commentaire, Christian. Quel salvateur, ça. Ah oui, écoute. Mais tu sais, je vais terminer sur... En fait, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a commis autant de meurtres? C'est sûr que, tu sais, quand on regarde ça, Berkowitz, en fait, n'a utilisé que dans le cadre d'un crime, là, mais il a fait deux victimes, un couteau. Après ça, ça a été les fusils, puis les fusils d'un assez bon calibre. Maintenant, je pense à ce niveau-là, je pense que c'est simplement parce que le couteau n'a pas mené au meurtre comme tel, là. Donc probablement qu'il s'est dit, mon Dieu, un fusil risque d'être plus efficace qu'un couteau. Mais dans une entrevue, il avait dit, vous savez, j'ai commis ces meurtres-là à cause du ressentiment que j'avais envers ma mère. Et quand on dit mère, c'est vraiment mère biologique, parce que comme tu l'as dit, Christian, le contact a été très décevant pour Berkowitz, et mon incapacité à établir des bonnes relations avec les femmes. On pourrait se dire, quand on regarde cette déclaration-là, OK, ça peut expliquer, entre guillemets, pourquoi il y a eu plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes aussi, qui ont été la cible de Berkowitz. Mais ça explique pas tout. Parce que si tu te fies juste à cette déclaration-là, ça explique pas pourquoi il s'en prenait à des couples. Et c'est là où je crois que ça, c'était en fait une projection... Le couple, moi, je pourrais le voir comme étant quelque chose qui lui est interdit. En quelque chose auquel il n'a pas accès. Une espèce de jalousie. Hein. Il voit un couple, mais lui ne peut pas être en couple. Hein. D'ailleurs, il accuse les femmes d'être responsables de tous ces déboires. Comme beaucoup, d'ailleurs. Tout d'un coup. Non, c'est ça. D'ailleurs, il va écrire à Abramson. J'ai dans mes archives les lettres qu'il a écrites à Abramson. Et dans une des lettres, il dit à Abramson, il dit...
Je te la cite rapidement, il dit « Sam Carr et les démons, ce ne sont que des mensonges ridicules, planifiés et réfléchis. Ouais. J'avais besoin de quelque chose pour justifier mes actes, me les pardonner, et quelque chose m'a mentalement convaincu que cela pouvait être la justification à mes actes. C'est là que les démons arrivent dans mon histoire. Ils m'ont donné la motivation et la justification intellectuelle que j'avais besoin à ce moment-là. Cependant, au plus profond de moi-même, je savais que j'étais le seul vrai démon. Si je puis dire, ce n'était que je moi. Mais c'est l'histoire de Berkowitz. On parlait d'une intelligence tantôt, voire presque supérieure aussi. Exactement. Là. Et en fait, c'est là-dessus qu'on peut conclure. C'est le fait que Berkowitz, quand tu regardes ça, ça veut pas dire parce que tu es très intelligent, ça veut pas dire non plus parce que tu as plusieurs signes de psychopathie que tu ne peux pas être immature. Et c'est ce que je vois dans le cas de Berkowitz. C'est quelqu'un qui a commis beaucoup ses crimes à cause de ce qu'il ne pouvait pas avoir et il projetait sur les autres une jalousie qui était à la base créée par ses déceptions de vie. Voilà. Christian, on va attendre avec impatience la date de ta conférence de Québec. Pour l'instant, on a celle de Montréal le 17 mai pour en savoir plus sur les tueurs de l'occulte, les crimes occultes en général et notre histoire de suspect X de ce soir, mesdames et messieurs. C'était David Berkowitz, alias le fils de Sam. C'est un plaisir renouvelé à chaque lundi, messieurs, de travailler avec vous. On a fait un bon épisode ce soir, plus de 60 minutes pour les auditeurs et j'ai déjà hâte à lundi prochain. Je vous souhaite une belle semaine. Merci. Bonne semaine. Merci. Bye.